Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence du professeur Gilles Berru sur le thème « Épidémie et confinement, leçon éthique d'une expérience de fragilité ». Je vais vous présenter rapidement le professeur Gilles Berru, qui a de nombreux titres. Donc, le professeur Gilles Berru est chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU de Nantes. Il est également président du Gérontopole Autonomie et Longévité des Pays de la Loire, Gérontopole qu'il a fondé. Professeur Gilles Berru, vous exercez en tant que responsable du Centre Mémoire de ressources et de recherche. Vous poursuivez des travaux scientifiques et d'expertise pour le développement d'une culture gériatrique innovante au service de la qualité de vie des personnes âgées. Vous êtes membre du Comité médical international de Lourdes. Et enfin, vous êtes responsable depuis 2018 des fraternités laïques dominicaines de la province de France. Bienvenue à vous. Bonjour, beaucoup de visages connus et amis. Cette conférence est préparée depuis un certain temps et a pris un tour nouveau à la lecture de l'encyclique Fratelli Tutti qui est sortie le 3 octobre 2020. Et donc j'ai conclu cette conférence en introduisant quelques parties de cette toute nouvelle encyclique qui résonne fortement avec les préoccupations présentées. Dans un premier temps, je parlerai de l'événement exceptionnel qu'on a vécu en retraçant quelques faits, puis j'élaborerai une réflexion sur la fragilité universelle que le confinement nous a fait découvrir. Et enfin, une réflexion sur une sorte d'éthique collective, une invitation à un nouveau mode de vie qui est peut-être une manière de penser l'avenir à la lumière de cette crise qui n'est pas finie. Alors, un événement exceptionnel, oui, et il est bon peut-être de retracer quand même quelques points, parce qu'on oublie vite. Le premier point, c'est le côté très obscur de l'apparition de l'épidémie en Chine. En effet, cette épidémie est apparue fin novembre, début décembre 2019, a eu un épicentre dans la ville du Wuhan. Et lorsque nous avons découvert cette épidémie quelques mois après, et que nous avons repris les travaux scientifiques faits en Chine, on a été quand même très étonnés de l'écart entre ce que nous avions lu dans la littérature scientifique chinoise et ce que nous observions. Et ceci peut peut-être vous expliquer les atermoiements d'un monde scientifique qui avait perdu quelques repères habituels, car normalement la littérature scientifique permet de construire une pensée collective. Mais quand cette littérature scientifique est, on pourrait dire, baroque, on n'est pas du tout dans un chemin habituel de pensée. Et il a fallu en fait refaire les études en pleine crise. Il faut savoir aussi que c'était la 3e épidémie en Chine, ce qui a expliqué sans doute le fait qu'il n'y avait pas eu une réactivité tout de suite. En effet, en 1997 et en 2003, il y a eu 2 épidémies de coronavirus en Chine, l'une qui s'appelle MERS et l'autre SRAS, et qui avait quelques points communs avec le coronavirus Covid, mais aussi des points de divergence. Et d'autre part, ces épidémies étaient restées chinoises sans devenir mondiales. Et au début de la crise chinoise, tout le monde s'est posé la question, est-ce que ça ne va pas rester aussi chinois? Le virus
étaient inconnus, et ce sont des virus qui mutent beaucoup, souvent, qui sont très différents les uns des autres, qui interagissent d'une manière très particulière avec le corps, car les formes les plus graves de la maladie, en fait, on les construit dans notre réaction au virus. C'est-à-dire que ce n'est pas le virus qui attaque les poumons, c'est nous qui luttons contre le virus, abîmons nos poumons. C'est une réaction auto-immune. Évidemment, dans ce contexte-là de l'inconnu du virus, il y avait aussi l'inconnu du traitement. Et on a pu voir tout ce que ça peut donner comme débat, avec parfois même un côté un peu fleuri. Autre point qu'il faut peut-être avoir en mémoire, c'est le choc de la découverte de la manière dont le virus s'est répandu dans l'Est de la France. Je ne sais pas s'il y a des personnes de l'Est de la France. Ça a été terrible. J'ai un confrère gériatre que j'avais au téléphone et qui me disait les gens rentrent le matin et 50% meurent le soir. Vraiment, on était dans l'impression du terme utilisé par le président de la République à l'époque, de guerre. Et évidemment, ça fait peur à tout le monde, puisqu'on s'est dit après l'Est, ça va être le centre, puis l'Ouest. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte d'invasion. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu des mesures préventives nationales sur les hôpitaux qui ont complètement paralysé la santé, car tout le monde attendait, un peu comme dans le désert des Tartares, attendait l'envahisseur qui venait, et en fait, il n'est pas venu. Alors, qui est venu en Île-de-France, avec des caractéristiques un peu différentes de celles de l'Est. Et puis, en même temps, il faut le dire, sans que ce soit une critique idiote, mais le gouvernement était à la manœuvre sur la réforme des retraites, et comme le ministre de la Santé est aussi ministre des Affaires sociales s'occupait des retraites, ce qui n'était pas illogique, mais ce qui faisait qu'un ministère réduit à 5 conseillers pour faire des économies ne peut pas travailler sur 2 chantiers importants, faire les retraites et préparer la guerre. Et là, il y a eu un petit retard à l'allumage, qui est un retard, à mon avis, d'organisation interne et de prise en compte de ce qui se passait en Italie. Donc, cette affaire-là, en fait, est partie un peu dans le désordre, ce qui a été très différent de l'épidémie H1N1, qui avait démarré en Amérique du Sud, avec une forme grave, et on avait un peu de temps pour s'organiser, et puis le virus a muté pour devenir moins grave. On a accusé Roselyne Bachelot d'avoir acheté trop de doses, enfin voilà. Mais en fait, la cinétique n'était pas la même. Et puis le virus n'était pas le même du tout. Alors, le confinement, il commence le 17 mars, il finit le 11 mai, 55 jours de confinement. Il faut savoir, vous le savez bien, c'est qu'un confinement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et on a une loi d'urgence sanitaire qui ressemble à des temps très troublés. Et de remettre en cause la liberté d'aller et venir, qui est un des droits vraiment essentiels d'une démocratie, est quelque chose d'exceptionnel, qui nous a tous étonnés finalement dans sa force, tout en étant rassurés quand même, parce que si c'était vraiment aussi méchant qu'on le disait, il fallait quand même se protéger. Donc on était tous entre la crainte et la contrainte. Malgré tout, depuis le mois de janvier, 35 millions de cas dans le monde, 1 million de morts, en Europe 196 000 morts, en France 32 000 décès, alors 32 365, enfin à peu près 32 000 décès, et dans ces 32 000 décès, 10 000, un peu plus, 10 200, 2 500 selon les données, sont en EHPAD. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi à peu près entre 7 et 8 000 personnes qui ont moins de 50 ans, qui sont décédées, et qu'aujourd'hui encore, dans les lits de réanimation, pratiquement ce sont des personnes de moins de 45 ans, en tout cas dans le CHU, mais aussi dans d'autres lieux. Donc c'est une maladie qui intéresse les personnes âgées, pour lesquelles le gériatre est mobilisé, mais ce ne sont pas que des personnes âgées. Et donc on a un tableau
qui est difficile à décrire parce qu'il a plusieurs visages. On aimerait bien pouvoir, en 2-3 phrases bien assassines, régler le problème. Une épidémie pour des vieux qui paralyse l'économie, pas tout à fait vrai. Une maladie pour les jeunes, gravissime par rapport à la grippe habituelle, bien que ça soit rare, mais à chaque fois c'est dramatique. Oui, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand monde non plus par rapport au chiffre total. Voilà, on est entre les deux et on joue avec les paradoxes depuis 1 an. Et on continue dans cette période-là. Certains chercheurs nous disent que ça va se poursuivre jusqu'en janvier 2021. Bon, c'est une prédiction. Enfin, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on vive avec, et ce n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en EHPAD? Alors, en fait, on peut dire qu'il y a eu un déni de la personne âgée en EHPAD, mais j'aimerais y mettre quelques mots quand même. La première chose, c'est qu'on a eu un conseil scientifique national qui était orienté vers le nombre de lits de réanimation. Il nous en fallait 20 000, on en avait 5 000, il fallait gérer ça. Et c'était l'idée du conseil scientifique. Pour une maladie qui intéresse majoritairement les personnes âgées. Imaginez un conseil scientifique pour une maladie qui tue les enfants où il n'y aurait aucun pédiatre. Ça serait choquant. Et bien là, on avait un conseil scientifique sans gériatre. Parce qu'on était centré sur les lits de réa. Et quand il survenait un problème chez les personnes âgées, il fallait le régler vite fait, d'une manière tranchée et simple, avec l'arrière-pensée très agiste. L'agisme, c'est la discrimination négative vis-à-vis des personnes âgées. Avec l'idée très agiste qu'un EHPAD égale un mouroir, et donc s'ils y meurent, c'est qu'ils sont à la bonne place. Donc avec ce principe-là relativement simple, on peut imaginer que le confinement devait être définitif sans sortie. Là-dessus, des chiffres étaient arrivés au mois de mars, au début mars, dans le New England Journal of Medicine, à une époque où Trump, où il n'a pas trop changé, mais enfin où Trump disait qu'il n'y avait aucun problème et on s'en fichait, et cette EHPAD avait 167 lits, et il y a eu 50% de personnes affectées et 30% de morts. Donc, en France, quand on a vu ces chiffres-là, on s'est dit, si on ne fait rien, on a 30% de morts en EHPAD. Donc là, ça posait quand même une vraie difficulté. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que on maintient toutes les personnes dans les EHPAD? Est-ce qu'on leur permet d'accéder à l'hôpital? Est-ce qu'on leur permet d'accéder à la réanimation? Et si on les laisse dans l'EHPAD, comment fait-on pour isoler les personnes infectées des personnes non infectées qui vivent dans le même bâtiment et les mêmes couloirs? Donc il y avait plusieurs manières de faire. On a essayé en fait un entre-deux. Et quand on voit l'exemple de la Suède où ça a été une vraie catastrophe, on peut dire qu'on s'en est plutôt bien sorti. C'est-à-dire que les personnes âgées pouvaient aller à l'hôpital, certains ont pu aller accéder en réa, et même s'ils n'allaient pas en réa, ils étaient dans des services qui étaient plus équipés que d'habitude. Donc ça a été moins la catastrophe que dans d'autres pays. Mais en EHPAD, en fait, le seul moyen de réduire la mortalité, on a considéré que c'était en chambre. Et là, il y avait les EHPAD riches et les EHPAD pauvres. Les EHPAD riches, j'ai la chance, enfin, on a 430 lits d'EHPAD, et on a recruté des élèves infirmières, des élèves médecins, et voilà, on a demandé de permettre à toute personne qui était confinée en chambre de pouvoir se balader de temps en temps, accompagnée par un jeune. Donc on n'a pas eu un confinement en chambre absolue. Mais dans d'autres EHPAD, eh bien c'est ce qui s'est passé, la personne était dedans, et s'il y avait un trouble du comportement, on fermait la porte à clé, et voilà. Donc on se retrouvait dans un milieu complètement carcéral, et si la personne était infectée, elle était dans sa chambre à clé. Et là, on a eu des situations qui étaient plus que limites. Alors, dans ce confinement, pour être aussi un peu précis, il y a eu deux effets du confinement. Il y a eu certaines personnes qui ont évidemment très très mal toléré le confinement, qui s'arrêtaient de manger, qui présentaient à l'évidence des signes, des troubles de l'humeur, d'un type de dépression, qui n'étaient vraiment pas bien du tout.
Et puis il y avait d'autres personnes qui avaient des démences sévères, avec des troubles du comportement graves, et qui étaient améliorées par le confinement. Et là, on a découvert quelque chose dont on ne se doutait pas, parce que le dogme, c'est la stimulation des personnes quand ils ont une altération cognitive sévère. Et bien là, on s'est rendu compte que quand en fait on ne faisait rien et que l'ambiance était calme, parce que dans les EHPAD, j'ai jamais connu une telle ambiance, on n'entendait pas une mouche voler, c'était vraiment un calme incroyable. Et là, il y avait certaines personnes qui étaient bien mieux. On a redécouvert la repothérapie. Il va falloir qu'on en fasse quelque chose, et je pense que la stimulation pour tout le monde n'est pas forcément bonne. Bon, mis à part cette remarque au passage, pour la grande majorité des personnes âgées, c'était une preuve d'être isolées en chambre. Encore plus, c'est l'interdiction des visites des familles. Et là, on a quelque chose qui a été terrible, c'est évidemment des personnes qui pouvaient être visitées et qui ne pouvaient pas rencontrer leurs proches, et puis les familles qui pouvaient évidemment plus avoir de contact, sauf quand il y avait des tablettes numériques, etc. Enfin bon, ça ne remplaçait pas évidemment les relations. Et quand on a pu rouvrir les visites, c'était avec des cages en plexiglas, enfin on se croyait à la Banque de France, c'était dans une ambiance quand même pas très chaleureuse. Alors, dans les remarques qui sont faites sur les EHPAD, à peu près partout, il faut faire attention parce que quelquefois il y a la tendance à dire les gens sont très bien en famille, ils sont très mal en EHPAD, et d'ailleurs la preuve, etc. Et il faut se méfier de ce genre de discours pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a certaines personnes âgées qui ont des troubles cognitifs tels que rester à domicile est impossible, ou une telle contrainte en fait que ça empêche les autres de vivre. Que la gestion des personnes âgées en famille, c'est tout simplement la réclusion des femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne âgée est tout le temps à domicile, alors tout le monde va trouver que c'est très bien écologique, enfin ça veut dire que madame s'en occupe en général, en tout cas c'est comme ça dans tous les pays du monde, et donc il ne faut pas que la personne travaille, ou ait une vie sociale, etc. Donc, je me souviens d'avoir été au Vietnam il y a 25 ans, en disant non, nous, les maisons de retraite, on ne veut pas parce que nous, le culte des anciens s'en occupe, etc. Et j'y suis retourné 10 ans après, je me disais, mais c'est comment les EHPAD, ça nous intéresse? Parce qu'en fait, ils commençaient à avoir le nombre de personnes âgées avec des démences qui commençaient à augmenter, et ils s'apercevaient qu'en fait, ils ne pouvaient plus vivre en famille de manière habituelle. Donc, il faut faire attention à cela. Et d'autre part, dans les critiques des EHPAD, il faut quand même faire attention aux professionnels qui ont eu un engagement incroyable, qui se sont vraiment donnés. Il faut savoir qu'un professionnel qui était dans une unité Covid, quand il rentrait chez lui le soir, il se déshabillait sur le pas de la porte de chez lui, fonçait sous la douche pour être sûr de ne pas infecter sa famille. Puisqu'on disait que le virus restait entre 4 et 5 jours sur une surface inerte. Donc on était dans l'obsession de ne pas transmettre par le contact le virus. Et les soignants ont vécu quelque chose de vraiment de très très difficile, et ils ont su le surmonter pour être avec les patients. Donc ne tapez pas trop sur les EHPAD, quelquefois ce qu'on fait mal aux professionnels. C'est Brassens qui dit avec la femme adultère, n'envoyez pas des pierres à la femme adultère, je suis derrière. Quand on tape trop sur les EHPAD, on tape aussi sur les professionnels, il faut savoir comment le dire. Voilà ce qu'on a vécu dans le milieu gériatrique, un peu lourd, avec, il faut savoir que quand on est en EHPAD aujourd'hui, c'est qu'on a des troubles cognitifs à 95%, et donc que c'est une partie très minoritaire des personnes âgées. Il faut savoir qu'au-delà de 80 ans, il y a à peu près 7,9% des personnes qui sont en EHPAD, qu'il y a 18% de dépendants, et la moitié des dépendants sont chez eux. Donc en fait, si on résume le vieillissement à l'EHPAD, on oublie simplement à peu près un peu plus de 80% de la population. Donc c'est peut-être un focus qui est inexact de concentrer le vieillissement sur l'EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vieillit bien. On vieillit très bien et on vieillit plutôt chez soi et avec une certaine autonomie. Ce qui me semble important, finalement,
à mettre en exergue à côté de l'EHPAD, c'est tout simplement que le confinement, il nous a mis chacun d'entre nous, et quel que soit notre âge, dans une situation particulière de diminution des afférences sociales. Et qu'on s'est retrouvé dans une sorte de solitude curieuse, même si c'était une solitude en famille, qui fait que on a découvert quelque part notre fragilité, une sorte de fragilité universelle. Alors ceci se traduit, il y a quelques chiffres, par exemple, les petits frères des pauvres qui ont fait une enquête sur le confinement, 6% des personnes de plus de 60 ans se sont senties isolées de tout cercle familial et amical pendant le confinement, soit à peu près une ville de 900 000 personnes, ça fait en France. Une ville comme Marseille. Et 2%, c'est à peu près une ville comme Nantes, ça représente 300 000 personnes, 2% ont été complètement isolés de tout cercle familiaux, amicaux, de voisinage ou associatif. Donc, l'isolement a été un peu exceptionnel, évidemment, avec un effet qui est le sentiment personnel que on n'était plus dans des conditions habituelles de vie et que nos échanges sociaux, amicaux, habituels, faisaient partie de nous-mêmes et qu'on en était amputés, déstabilisés. Alors évidemment, il y a des personnes qui présentent des troubles psychopathologiques, qui n'avaient même plus recours au milieu psychiatrique habituel, et là il y a eu beaucoup de choses à raconter, notamment les situations de dépression, mais tout à chacun, on s'est rendu compte que finalement ce que nous semblait aussi évident que l'air pour respirer, qui sont les relations avec les autres, quand on les a plus, eh bien on est déstabilisé. Et vous savez, on a toujours l'idée que voilà, je vais partir sur une île déserte avec mes 10 bouquins préférés, mes 10 vinyles préférés, et je vais faire des choses extraordinaires. Enfin, je vais écrire un livre, et puis je vais raconter mes mémoires, et puis je vais faire des quantités de choses. Et qu'est-ce qu'on a fait? On était devant l'écran comme des abrutis, à essayer d'avoir des informations, à se distraire sans se concentrer. Et ceux qui sont arrivés à réaliser le projet qu'ils avaient sur le fameux désert sont rares, exceptionnels. Parce que tout simplement, déstabilisés, on n'a pas retrouvé l'équilibre qu'il faut pour profiter du désert. Et là, on a découvert une face du désert, qui est finalement l'explication même du désert, c'est le vide. C'est-à-dire que le désert est un lieu déstructurant. Quelquefois, en termes chrétiens, on passe vite là-dessus en disant que le désert, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu idéal de la rencontre mystique, c'est etc. Il y a plein de fécondité du désert. Oui, mais à condition de vivre également ce désert nu, vide, cette vacuité totale, déstructurante, que nous avons vécu. Alors, sans forcément trop le dire, sans trop s'exprimer, mais on s'en est rendu compte quelquefois aussi au déconfinement. On s'est rendu compte qu'on ne vivait pas si bien le déconfinement, parce qu'on avait été changé dans nos repères. Et alors c'est vrai qu'il y a eu le numérique qui a pris une place particulière, parce qu'il se présentait comme une sorte d'ersatz de remplacement de l'activité sociale. On en a vu aussi les avantages et aussi les limites. Et on a bien vu la grande différence qu'il y a entre parler à quelqu'un et rencontrer quelqu'un. Il ne faut pas non plus, moi je ne tape pas sur le numérique parce que d'abord ça va être un instrument important dans l'avenir et je pense qu'il faut qu'on apprenne à l'utiliser, et dans le domaine des soins, la télémédecine a été un moyen extraordinaire de suivre les patients qui avaient des maladies chroniques. On a fait beaucoup de choses. Donc il ne faut pas taper bêtement sur le numérique, mais c'est vrai que le numérique en lui-même peut être utile, mais ne fait pas complètement vivre. Finalement, à la lumière de ça, on s'est retrouvé dans un conflit d'éthique. Finalement, on avait un peu oublié, qui est le conflit entre l'éthique collective et l'éthique personnelle.
Si je reprends l'exemple des EHPAD, il faut se souvenir que les textes de recommandations professionnelles, de lois, de codes, aussi bien nationaux que internationaux, insistent sur le devoir de liberté d'aller et venir des personnes âgées. Et que le personnel est formé et soucieux de cette liberté d'aller et venir. Et tout d'un coup, il y avait un ordre par en haut qui nous imposait de confiner en chambre. Alors ça peut vous sembler comme ça quelque chose d'un peu intellectuel, mais en fait ça a été une grande souffrance pour les soignants de se retrouver finalement à mettre en œuvre quelque chose qui était contraire à ce qu'ils essayent de faire tout le temps avec beaucoup d'énergie. C'est la même chose évidemment pour les traitements non médicamenteux de stimulation collective. On ne pouvait plus faire aucun atelier de marche, d'activité physique, d'activité culturelle. Tout était arrêté et on avait l'impression de faire du mal, d'arrêter les traitements finalement, qui sont des traitements utiles avec très peu d'effets secondaires. Et donc cette injonction par en haut, qui était donc une éthique collective, c'est-à-dire diminuant le nombre de morts en enfermant tout le monde, est venue s'opposer à une éthique personnelle qui est la liberté d'aller et venir et la possibilité de participer au traitement non médicamenteux collectif. Et c'est la même chose avec des degrés divers pour chacun de nous, c'est-à-dire que notre liberté personnelle de se promener, de rencontrer, a été empêchée par cette injonction collective. C'est vrai que dans les périodes de guerre, nos aînés ont connu ces injonctions collectives où l'intérêt personnel passait de côté parce qu'il fallait défendre la nation ou obéir à des ordres par en haut. Et que notre époque d'individualisme, de liberté retrouvée de chacun, le fait que les smartphones, etc., nous aient permis d'avoir une véritable centrale informatique sur nous où on se trouve, on a une impression d'une liberté individuelle grande qui fait complètement oublier l'éthique collective. Il faut dire aussi que ce sentiment de l'isolement, on le retrouve aussi dans d'autres champs économiques, politiques, où finalement l'autre est quand même celui qui nous empêche de vivre heureux tout seul, pour faire simple, et que là, tout d'un coup, est survenu le collectif comme une sorte de, non pas de devoir, mais de réel qu'il fallait retrouver. Et là, c'est la troisième partie. Je regarde l'heure, c'est parfait. C'est la troisième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit, cette fragilité universelle, cette éthique collective retrouvée, pour essayer de construire demain. Alors, il y a un point important qui est peu connu, enfin qui est connu, mais on n'en voit pas trop l'amplitude, c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population qui est dû à un allongement de la durée de vie en bonne santé. Et on est piégé, si je vous dis vieillissement de la population, tout de suite, vous dites vieillissement égale déclin, augmentation du nombre de personnes qui déclinent. Quand vous lisez le grand Robert au début du siècle, qu'est-ce que le vieillissement? C'est la dégradation inexorable vers la mort. Avec ça, on construit de l'avenir. En fait, si après 80 ans, il n'y a que 18% des personnes qui sont dépendantes, et donc 83% qui sont autonomes, c'est que notre manière de vivre longtemps a complètement changé. C'est-à-dire qu'on vit relativement bien jusqu'à 87, 88, 90, puis après ça se complique un peu, et la dépendance dure à peu près 18 mois en moyenne. Sauf pour quelques maladies comme Alzheimer ou AVC où la dépendance est plus longue. Mais sinon, la dépendance est courte. Et donc, on est amené à vivre longtemps et autonome. À partir de 2027, c'est demain, 35% de la population aura plus de 60 ans.
Donc plus d'un Français sur 3 sera, après l'âge du travail, plutôt en bonne santé, ayant envie de servir la collectivité, mais considéré comme un poids à la retraite. On a construit une sorte d'impossible à penser qui nous mène au mieux. Il faut savoir que les personnes de plus de 60 ans produisent en service non salarié 33 milliards d'euros par an. La dépendance coûte 24 milliards. Les vieux sont rentables de 6 milliards. On ne l'entend pas beaucoup, ça. Et ces services non salariés, ben, c'est tout simplement toutes les activités associatives, qui est le maillon indispensable de l'activité de l'action sociale, puisque en France, c'est le partenariat entre l'État et les associations. C'est aussi la capacité à faire du lien dans la cité. C'est aussi, évidemment, la transmission du savoir, l'équilibre psychologique des plus jeunes, qui quelquefois viennent se réfugier chez les grands-parents quand les parents sont dans des réflexions tourmentées sur leur couple. Et donc, cette génération de plus de 60 ans est un élément essentiel de notre société. Les considérer que uniquement à travers du budget de retraite est en fait un non-sens. Ça veut dire qu'on est absolument incapable de comprendre ce que peut apporter une personne hors de son salaire, hors de son travail salarié. Et là, c'est là qu'on voit qu'en fait, on est vraiment dans une civilisation post-industrielle qui n'a pas encore muté. Notre appartenance à la société, on ne la conçoit qu'à travers le travail. Évidemment, on va passer à côté de beaucoup de monde, parce que si vous associez les plus âgés, les handicapés, les chômeurs et les plus jeunes, vous avez pratiquement que 35% de la population qui est incluse. Tous les autres sont exclus parce qu'ils n'ont pas de travail, ou ils ne vont pas travailler. Donc à la fin, appartenir à une société du travail, ça devient une élite. Ça devient un non-sens. Et on voit bien que pour appartenir à cette société que c'est du sens, il faut qu'on puisse appartenir autrement que par le travail et autrement que par notre performance. Et tout simplement une société qui permet à chacun de se sentir appartenir sans performance, ça s'appelle l'inclusion sociale. Il nous faut repenser, au regard de cette transition démographique, l'inclusion sociale comme une priorité. Mais on arrive à un temps de l'histoire particulier. Et cette transition des plus âgés, il ne faut pas qu'on l'isole du reste, parce que non seulement on ne va pas pouvoir résoudre l'équation, vous savez, il faut une équation par inconnue, mais aussi on ne va pas comprendre la manière de traiter cette question des transitions. La transition de l'âge est récente, puisque ce sont les baby-boomers nés entre 45 et 73 qui vont commencer à monter en 2027 pour atteindre un pic vers 2035-2040, rester en plateau jusqu'en 2065 pour revenir à une situation d'avant la guerre, les enfants d'avant la guerre, vers 2110. Donc ça va quand même nous occuper un certain temps, cette affaire-là. On sera tous morts et enterrés. On fera partie de la communion des saints. Alors, il y a en effet l'allongement de la durée de vie. Mais il y a aussi un autre choc démographique. C'est que les troubles économiques et politiques associés à l'inondation de toutes les rives des océans dues au réchauffement climatique va provoquer des migrations majeures pendant les 10 ans à venir. On a un véritable vase communicant entre continents à vivre. Et les chiffres que nous avons aujourd'hui de l'immigration, qui sont à peu près tous faux d'ailleurs pour plein de raisons, vont être complètement dépassés dans les années à venir. Et penser un avenir sans migration, c'est impossible. Donc, deuxième choc démographique, l'âge et les migrations. En même temps, j'en ai fait allusion, on a la transition écologique en même temps. Cette transition écologique est en même temps à vivre et va retentir aussi sur la manière de penser la ville de demain. Cette ville qui doit être avec des bâtiments à énergie positive, faible consommateur et accessible à tous, quelles que soient ses possibilités de mobilité.
Il faut y ajouter une autre transition qu'on pense avoir déjà en maturité, mais en fait on en est qu'au début, c'est la transition numérique. Car sur des nanotechnologies, ils sont encore au laboratoire. Mais quand vous aurez une chemise intelligente tissée avec des nanotechnologies qui vous diront plein de choses, vous direz, bah tiens, on a changé le monde. Mais il n'y a pas que ça, c'est du gadget. La transition numérique est une transition qui va changer aussi le corps. Les fameux transhumanismes, etc., mais en fait, ils sont déjà là. D'ailleurs, quand une personne âgée se fracture le col du fémur et qu'on lui remplace, elle est déjà transhumaine. Mais demain, on aura des puces dans l'œil pour y voir, alors qu'on a une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Après, les presbyacousies seront traités par des implants numériques, etc., etc. Donc cette transition numérique, évidemment, je pense aussi aux smart cities, par exemple, qui peuvent gérer une ville entière pour qu'elle soit faible consommatrice avec une fluidité de la circulation et aussi une action sociale qui soit beaucoup plus individualisée, etc. Et ça, c'est déjà en cours. On a 3 villes en France qui sont en smart city. Et puis, il y a encore une autre transition, c'est qu'on arrive au bout de la transition de l'économie telle que conçue sur la productivité, avec un système de libéralisme fondé uniquement sur un investissement capital. On a tout ça à vivre en même temps. Et on ne réussira cette partie de notre histoire que si on arrive à enchevêtrer ces transitions comme on fait une tresse. Parce qu'en fait, on va gagner en autonomie par le numérique, mais aussi par une autre manière de concevoir l'écologie et une autre manière de concevoir l'économie. Je prends par exemple sur l'économie de piste, ce sont les monnaies locales, comme ça existe à Milan. C'est-à-dire qu'il y a une partie du salaire qui est payée avec une monnaie qu'on peut dépenser que localement, ce qui crée finalement des zones à plus forte production économique sans détruire le tissu local d'emploi, etc. Et finalement, la transition écologique passe à la transition de la gestion de la fragilité. Et là, bien le 3 octobre arrive l'encyclique Fratelli Tutti. Et il parle de Saint François en disant ce saint de l'humour fraternel, de l'amour fraternel, pardon, de la simplicité de la joie, qui m'a inspiré l'écriture de l'encyclique Laudato Si, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l'amitié sociale. Vous voyez ce chaînage écologie, fraternité sociale, cette articulation-là, en fait, on est déjà en route. Et dans le paragraphe, alors il rappelle évidemment quelque chose qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de salut individuel sans salut collectif en monde chrétien. Mais il faut quand même qu'on se le redise. Et au paragraphe 180, il décrit ce qu'il appelle la politique de l'amour. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Et il poursuit de paragraphe plus loin, le pape François, la bonne politique cherche des voies de construction de communautés aux différents niveaux de vie sociale afin de rééquilibrer et réorienter la globalisation pour éviter les effets de désagrégation. Elle est bien plus qu'un sentimentalisme subjectif si elle unit à l'engagement vers la vérité, de sorte qu'elle ne soit pas la proie des émotions. Et là, il fait la différence entre une charité illicite, c'est-à-dire où on se sent élu à faire la charité, d'une charité impérée, c'est-à-dire structurelle. Et d'une manière un peu humoristique, il dit, il y a la personne qui aide l'autre à traverser la rivière, et il y a celui qui construit un pont. Le premier est illicite, et le constructeur de pont est impéré. Ce qui lui permet, en fait, d'affirmer que non seulement il faut que l'on construise
une politique de charité, mais il faut surtout que cette politique, elle soit structurelle, qu'elle ne soit pas liée à la bonne volonté de chacun, mais qu'elle soit véritablement dans la racine même de la structure des lois. Si on parle en français, on pourrait dire qu'il faudrait reprendre notre constitution de la Ve République de 58 et rajouter dans l'article 1, qui donne les grandes orientations, qu'il y a un devoir que la politique soit structurée en fonction des plus vulnérables. Et il dit d'ailleurs, aussi avec humour, qu'il faut que les hommes politiques cherchent plutôt la fécondité que le succès. Je ne peux pas finir autrement qu'en vous lisant la prière de Charles de Foucault que le pape François met à la fin de l'encyclique pour conclure son long texte. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Alors je crois qu'il y a un temps de 15 minutes pour les questions-réactions qui est prévu. Attendez, je vais venir avec vous. On a une fille qui travaille à l'EHPAD. Et ce qui a manqué le plus sur l'EHPAD, c'est le matériel. Qui n'avait ni masque, ni gants, ni blouse, ni charlotte. Et beaucoup ont été infectés à cause de ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On faisait la réforme des retraites. Mais c'est vrai que le gouvernement d'un pays des choses complexes, alors évidemment, nous, en tant que spectateurs, évidemment, voilà. Et c'est vrai qu'on se confronte à des réalités, et quand on réduit le nombre de conseillers autour d'un ministre, on trouve ça bien sur le moment, parce que ça fait des économies, et ça limite quand même le champ d'action. Un ministre aux États-Unis, il a 60 conseillers. Nous, c'est 5. Pareil. Toujours aux EHPAD, notre fille aussi travaille en EHPAD, et je peux vous dire qu'actuellement, elle doit elle-même acheter son matériel, ses gants et ses masques. Je ne trouve pas ça normal. Les situations sont très différentes en fonction des lieux, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est très différent en fonction des lieux. Nous, on a la chance en CHU, on a le matériel, mais dans d'autres EHPAD, vous avez tout à fait raison, il faut que le personnel se paye son matériel de protection. Et puis ça s'est arrêté. On n'a pas fini avec ça. On est au milieu de la bataille. Quel est le moyen? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi il faudrait commencer? Parce que cette situation, ces constats, on les a maintenant, les chiffres, on les a. Je travaille aussi en milieu hospitalier à Lille, on avait les moyens, contrairement à cette dame, mais par quel bout prendre? Parce qu'on est quand même contraint à point de vue économique. On sait que ça ne va pas se faire toute seule, cette transition, qui en a plusieurs. Par quoi et comment relever les manches? Enfin, j'ai envie de dire, il faut aller dans les solutions les plus. Alors, par où on commence? Alors, en fait, vous parlez de la transition, vous ne parlez pas de la crise sanitaire. Parce que sur la crise sanitaire, voilà, on va dépenser. Voilà,
maintient le chômage technique financier jusqu'au 30 décembre. Je pense que dès que ça s'arrête, ça va être une telle catastrophe qu'ils vont continuer jusqu'au présidentiel. Et qu'on va arriver, j'ai vu le président Macron parler d'1 milliard d'euros supplémentaires. Ça nous dépasse complètement ces chiffres-là. Alors que dépenser 10 milliards pour rendre les gilets jaunes, c'était impossible, on en est très loin. Mais ça, on n'a pas la compétence pour juger de ça. Sur l'aspect des transitions de ce que dit le pape François, qui peut sembler un peu utopiste. En fait, alors ça dépend de quel pays du monde, mais on voit bien, par exemple, si on prend la question de la personne âgée en France, l'agisme avec lequel on a traité la situation, le mépris de la réalité en fait, des personnes âgées. On nous a promis une loi, ça fait des années qu'on n'arrive pas à voter la loi. Je disais dans un tweet, on nous a promis une loi pour le grand âge, on crée un risque, tout un symbole. C'est-à-dire qu'à force de voir l'âge uniquement à travers le risque financier, on s'empêche de voir la réalité humaine. Et donc on s'empêche de voir la solution. La reconnaissance du bénévolat par une reconnaissance sociale, non pas salariée mais sociale. La mise en évidence de l'implication sociétale de chacun. L'inscription dans la loi du fait qu'une loi est bonne si elle est pour tous, et elle est bonne pour tous si elle est pour les plus fragiles. Ça, c'est vraiment des conditions essentielles pour construire quelque chose. Ça peut vous sembler un peu intellectuel et abstrait, mais en fait, c'est vraiment essentiel. Si on fait un monde pour les premiers de cordée, on va au mieux. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des premiers de cordée, par définition, il n'y en a qu'un. Et donc, de faire une société de premiers de cordée, vous voyez tous ceux qui restent en bas de la falaise. Donc, ça, ce changement de spectre, de regard, en fait, sur la manière de construire les lois, à mon avis, est essentiel. Et on a la même chose sur l'écologie. Ça a été tout l'échec de l'écotaxe. C'est-à-dire de faire une écologie qui fasse qu'il y a ceux qui peuvent dépenser, qui vont construire la démarche écologique. Il faut payer. Mais ça ne marche pas. Et donc, il faut repenser une écologie par le coût, l'impôt, la contrainte. C'est tout simplement rater la transition écologique parce que ça rompt le pacte républicain qui est justement que ça devient inaccessible à beaucoup. Et donc, ce n'est pas accessible à tous. Et je pense que sur ces grandes transitions-là, j'en ai énuméré 4. C'est pareil sur le numérique. La manière de gérer le progrès technologique par l'augmentation du prix qui est liée à des modalités en fait, de financement ne va pas fonctionner très longtemps. Qui peut s'acheter les derniers appareils sortis? Pas grand monde. En plus, c'est très rigolo parce qu'on dit que la technologie, c'est pour les jeunes. Or, ceux qui achètent, ce sont ceux qui peuvent acheter, et ce sont les vieux. Quand l'iPad est sorti, 60% des iPads étaient achetés par des plus de 60 ans. Parce que les jeunes ne pouvaient pas mettre 500 € dans un iPad. Et ça, on voit bien que le changement de regard qui confine un peu à l'absurde. Alors évidemment, quand on est vieux et qu'on est considéré comme vieux, on n'aime pas. Donc c'est très compliqué de communiquer là-dessus, parce qu'il ne faut pas dire un vieux qu'il est vieux. Il faut dire qu'il est presque jeune. C'est compliqué. Vous savez, il y avait 2 voitures qui sont sorties en même temps, c'est la Peugeot 1009 et la Toyota Yaris. La Peugeot 1009 nous montrait quelqu'un qui avait mal au dos et qui se servait du truc électrique pour ouvrir la porte. Eh bien, ils ont quasiment arrêté la production, ça n'a pas marché. La Toyota Yaris, il y avait une personne âgée avec plein d'enfants et tout, et des ballons et tout, ils partaient à la plage. Alors là, ils en ont vendu beaucoup. Donc, communiquer en fait sur cette transition démographique nécessite de choisir en fait le bon moyen pour parler tout simplement de ce côté hyper positif de vivre longtemps autonome. Et pour ceux qui ne sont pas autonomes, le sens de leur vie pour les autres. Vous avez des gens qui ne sont pas autonomes, qui sont très importants pour tous ceux qui sont autour. Et à une époque un peu de désagrégation de la cellule familiale, c'est vraiment
très important. Voilà. Oui, je voudrais parler des EHPAD. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont mouillé leur chemise, qui ont commencé par les soignants. Bon, j'interviens en EHPAD moi-même. Donc j'ai vu un peu les choses. Après, derrière, j'ai une question. Je me demande si, en fait, il n'y a pas eu un espèce d'acharnement par rapport à la vie biologique, au détriment de la vie relationnelle, psychique. Voilà. Bon. Alors, en fait, ce qui nous a manqué, c'est de pouvoir ajuster les décisions. Et l'absence de compétences gériatriques dans le Conseil supérieur scientifique a été un vrai problème. C'est-à-dire qu'une fois que le confinement en chambre était décidé par le Conseil scientifique, après ça s'est déroulé sur des semaines. Au bout de quelques semaines, quand on a compris que les niveaux de mortalité ne seraient pas ceux décrits dans les articles initiaux, on aurait dû desserrer les contraintes. Après, il y a quelque chose qui nous a manqué, c'est les tests. C'est-à-dire que quand on a eu des tests, on a pu faire par exemple des secteurs d'EHPAD avec que des gens infectés, des gens non infectés ailleurs, et on a retrouvé la souplesse. C'est ça qui nous a manqué. C'est de pouvoir adapter les décisions. Les décisions en tant que telles initialement étaient bonnes, mais on n'a pas redressé la barre suffisamment tôt. Et on est resté sur un système voilà, un peu rigide. Après, sur les familles, on a évidemment vu, on a vu de tout. C'est-à-dire des personnes qui refusaient toute contrainte, qui dès qu'elles rentraient dans la chambre, enlevaient le masque, etc., on a eu beaucoup de problèmes pour faire comprendre qu'ils mettaient en danger la personne. Donc ça a été très compliqué parce que ça a instauré une sorte de climat, un peu de discipline entre les familles et les soignants. Alors que les soignants, ils étaient quand même là simplement pour protéger les personnes âgées. Après, évidemment, la majorité des familles, rassurez-vous, elles ont très bien joué le jeu, et ça s'est très bien passé. Mais ça a été quand même un peu compliqué de gérer les visites et d'adapter le déconfinement, on élargit les visites. Et dès qu'il y avait 2 cas supplémentaires, il fallait restreindre les visites. Par exemple, là, en ce moment, on est en train de réfléchir à restreindre les visites parce qu'on a plusieurs cas. Là, c'est compliqué. Alors, les gens ont le droit de venir et puis ça y est, c'est plus possible. Il faut prendre rendez-vous. Voilà. Alors, si ça continue comme ça pendant des mois, ça va être évidemment épuisant. Je suis bien passionnée en gériatrie, en fait. Et c'est vrai que je travaille sur l'ontologie, il n'y a pas de. Je ne vais pas le dire. Mais en même temps, voilà. C'est moi ce qui me gêne un petit peu dans toutes les démarches qu'il y a eu. Enfin, j'ai vécu tout ce que vous avez dit. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est l'absence de totale liberté dans l'établissement. Notre directeur, effectivement, a confiné en chambre celui d'un EHPAD, mais avec beaucoup de rancœur, ça a été sûrement très difficile. C'est là où on voit toute la place de ce que font les familles, puisque il sait que les familles font souvent manger les patients. Donc là, heureusement que je travaille dans une institution religieuse, en fait, c'est les sœurs qui ont fait manger les patients. Et je veux dire, là-dedans, c'est vraiment une totale valeur. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est une position palliative. C'était à Saint-Provence, il faisait chaud, on était à l'extérieur, on était la justice, quel nom soignant, je suis médecin, derrière, quelle liberté nous reste actuellement, c'est la même chose que vous. La question qui est posée, c'est la liberté qui reste pour gérer au sein d'un établissement. En fait, les nouvelles recommandations considèrent que la personne doit dire si elle accepte le confinement ou pas. Et les professionnels de l'EHPAD sont responsables des décisions. Alors, ça a un côté sympathique parce que ça remet en responsabilité le personnel. Ça a un côté sympathique parce que ça préserve l'autonomie des personnes qui peuvent décider. Ça a un côté un peu inquiétant, c'est qu'on se retrouve avec une responsabilité énorme dans l'établissement. Et puis, quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles cognitifs sévères. On peut leur demander leur avis, mais c'est un peu compliqué quand même de savoir si vraiment c'est. Donc voilà, je pense que à la suite des avis éthiques, il a été décidé de reporter les responsabilités localement. Et je ne pense pas que ça va vraiment simplifier les choses. C'est-à-dire qu'on va diminuer la contrainte, on va montrer qu'on est en dialogue, mais en même temps, on va un peu rendre compliqué
dit, est-ce que la décision est vraiment prise par la personne? Est-ce que la place des familles dans la décision et la responsabilité des soignants? On n'a pas fini avec ça, on est au milieu de la prise, là, on est au milieu du pays. Je crois que le temps est fini parce que je crois qu'il y a la prochaine conférence qui arrive. Merci d'avoir été là.